Donald Trump déclare que les mines dans le détroit d'Ormuz ont été soit retirées ou détruites. La question est par qui et quand est-ce? Mais c'est quand même impensable qu'un vieux papa comme ça, un patriarche pour certains, qui a 80 ans, 9 mois et 20 jours précisément, puisse faire des déclarations comme ça. Ce qu'on se demande, c'est quoi? Le monsieur avec des enfants, des petits-enfants, lorsque ces petits-enfants regardent ces discours à la télé et qu'ils savent pertinemment que grand-père est en train de mentir, quel héritage il est en train de laisser à ses enfants? Mais c'est incroyable que Donald Trump nous dise aujourd'hui que les mines dans le détroit d'Ormuz ont été soit retirées ou détruites. Mais choisis une chose. Un président ne parle pas dans le genre de conditionnel. Un président est censé avoir l'information exacte. Donc, lui-même, il n'est pas sûr. Il dit, soit elles ont été retirées, soit elles ont été détruites. Depuis le début du conflit, l'Iran n'a laissé à personne, je dis bien personne, d'approcher le périmètre du détroit d'Ormuz. Les Français ont rebroussé chemin. Les porte-avions Abraham Lincoln ont reculé très loin. Les destroyers américains se sont retirés également très loin. Aujourd'hui, Donald Trump, on ne sait pas. Finalement, c'est clair et officiel que la guerre médiatique est fait rage. Donald Trump, non seulement il a lancé sa guerre économique, parce qu'il est dans l'incapacité, mesdames et messieurs, d'aller s'emparer du territoire iranien. On n'en parle plus du scénario d'une intervention terrestre. Aujourd'hui, il a lancé sa guerre économique. Il menace tout le monde autour du monde. Et en plus, il est entré dans le jeu de la guerre de communication. Ah oui, faute d'aller sur le territoire iranien, on fait la guerre à distance. Est-ce que ce n'est pas là ainsi, mesdames et messieurs, de la défaite monumentale, je dis bien des États-Unis? Si réellement quelqu'un fournissait les informations sur ces responsables iraniens dont les États-Unis ont mis la tête à prix, la question qui se pose, est-ce que les États-Unis vont réellement dédommager ou payer l'informateur? Ah oui, mesdames et messieurs, la question revient. Parce que ce qui est là, celui qui avait fourni les informations ou qui a livré Nicolas Maduro, malheureusement, jusqu'à présent, il n'est pas entré en possession de sa rançon. Ah oui, les États-Unis ont aussi cette particularité d'être des mauvais payeurs ou pas payeurs du tout. Donc, celui qui avait liquidé le président vénézuélien, aujourd'hui, n'est jamais entré en possession de son dû. Et encore même, beaucoup craignent, les États-Unis ont une particularité de liquider après les informateurs potentiels. Donc quelqu'un aurait fini de fournir des informations sur ces hauts responsables iraniens qui sont désormais considérés comme les wanted pour les Américains. La suite, c'est que cette personne elle-même pourrait devenir un wanted. Sa tête pourrait être mise à prix, non pas de façon officielle, parce qu'il voudrait toujours effacer les traces. Donc aujourd'hui, non seulement les États-Unis sont des mauvais payeurs, et deuxièmement, la potentielle informatrice ou alors le potentiel informateur lui-même se pourrait devenir une cible potentielle. En grosso modo, les États-Unis ne sont plus crédibles. Ah oui. Donc, fournir les informations, même si quelqu'un avait les informations sur ces responsables iraniens, devient un danger pour la personne de 1 et de 2, la personne ne serait pas payée. Ouais, potentiellement. Et il est plus plausible que la personne ne soit pas payée, qu'elle ne soit pas rémunérée. Parce que les États-Unis, bien qu'on nous dise qu'ils sont le pays le plus riche du monde, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, qu'ils ont une dette qui a atteint la base symbolique sous l'ère de Donald Trump de 40 000 milliards de dollars. Indubitablement, avec ça, les connaisseurs savent qu'ils ne sont pas crédibles. Même les chasseurs de primes aux États-Unis ne prennent pas en compte ce genre d'informations. Les États-Unis passent à l'offensive entre l'Iran et les États-Unis. C'est désormais une compétition des primes. Là, visiblement, ça a dû faire mal, mesdames et messieurs, aux Américains que Baron Trump
soit mis à prix par les Iraniens. Et psychologiquement, ça commence à travailler. C'est un signal que ça fait mal. Les États-Unis ont donc ciblé 5 responsables iraniens. Selon eux, c'est eux qui fixeraient les primes sur la tête des soldats américains, sur la tête du fils de Trump, de la famille de Trump, etc. Et les États-Unis ciblent ces 5 hauts responsables iraniens pour quiconque fournirait des informations précises. Peut-être ils vont encore mener des frappes ciblées, des assassinats ciblés. Mais c'est clair, le message est passé. Les Iraniens sont en train de faire mal. Ils créent des troubles psychologiques dans la tête de tous les Américains qui sont mis à prix. Ça, c'est désormais clair pour tout le monde. L'Iran gagne la guerre à toutes les échelles. Sur le terrain militaire, sur le terrain diplomatique, sur le terrain psychologique. L'Iran est en train de troubler invraisemblablement les États-Unis à tous les niveaux. À moins de 24 heures, que la tête du fils de Donald Trump, Baron Trump, a été mise à prix, que les États-Unis montent au créneau pour à leur tour mettre à leur tour à prix les têtes de 5 responsables iraniens dont ils jugent être les probables décideurs, les penseurs, ceux qui mettent sur pied des stratégies qui troublent un peu les Américains. Donc désormais, mesdames et messieurs, entre les États-Unis et l'Iran, c'est une compétition des primes. L'Iran met 10 millions ici, les Américains mettent 10 millions là-bas. Ce qui est sûr, c'est que les Iraniens, eux, ils n'ont pas peur de la mort. Ces vieux que vous voyez là, ils savent qu'ils peuvent avoir un sort pareil à leurs prédécesseurs. Mais pour les Américains, le tout beau baron Trump, mesdames et messieurs, je peux vous garantir que le sommeil l'aurait quitté. La sécurité autour de lui aurait doublé. Et son état d'esprit ne serait plus jamais le même. S'il voyageait à travers le monde, tout va diminuer les déplacements. Et le garçon qui n'a rien demandé se retrouve désormais impliqué dans les affaires de son père. Toute entité qui facilite le blanchissement d'argent au nom de l'Iran ou en faveur de l'Iran sera systématiquement exclue du système dollar. La seule question que j'ai envie de me poser à ce niveau, est-ce que les États-Unis, là, ne seraient pas en train de se tirer eux-mêmes une balle sur le pied? Évidemment que le système dollar, les gens commencent à en avoir marre. Et là, les États-Unis ont déclaré une guerre économique. Après que la guerre militaire, semble-t-il, est en train de les échapper, on passe désormais à un autre niveau, le niveau économique. Et les États-Unis, ils vont maintenant menacer tout le monde parce que si l'Iran ne les arrange pas, tout le monde obligé, ça, si on n'appelle pas ça la contrainte, je ne sais pas comment on appellerait ça. Et là, ça s'assimile à une autodestruction de la part des États-Unis eux-mêmes. Est-ce que les gens n'en ont pas déjà marre du système dollar qui contraint, qui oblige, qui force? Et là, les États-Unis menacent. Est-ce que ça ne donnerait pas l'occasion à ceux, par exemple, les BRICS, d'accélérer leur processus pour se détacher et couper complètement les liens avec le dollar? Et l'Arabie Saoudite, qui invite maintenant l'Iran à rejoindre son pacte de défense, quel est le message que cela est en train d'envoyer? Sans compter le Pakistan, sans compter les BRICS, sans compter que la Chine en avait déjà marre, la Russie en avait déjà marre. Et là, lorsque le secrétaire d'État américain au Trésor fait cette déclaration et qu'il se réjouit, est-ce qu'il a pensé les répercussions en ce qui concerne le dollar? Si les entités dont il est en train de parler tournaient alors définitivement le dos au dollar, est-ce qu'il est en train de nous faire penser, mesdames et messieurs, que le dollar a été institué par Dieu et que de facto, quitter le dollar, c'est être en désaccord avec Dieu? Quitter le dollar aujourd'hui, pour ces entités dont il parle, je pense que ça ne serait pas un dommage. Mais une libération, l'Iran défalque la somme de 10 millions de dollars pour envoyer le fils de Donald Trump, Baron Trump, au repos éternel. Et ça ne s'arrête pas là. L'Iran a désormais pour projet
d'effacer complètement le nom des Trump sur la surface de la terre. Ah oui, mesdames et messieurs, il n'est pas simplement question de Donald Trump pour qui la tête en Iran vaut plus de 40 à 50 millions de dollars. Il est question de ses enfants, de son épouse et de tout ce qui porte le nom Trump aux États-Unis. Les gardiens de la révolution ont mis en projet d'effacer complètement pour faire payer à Donald Trump le fait d'avoir exécuté sans état d'âme le guide suprême et tous les leaders de la révolution iranienne. Ah oui, mesdames et messieurs, pour les Iraniens, Donald Trump ne devait même pas commencer. Il faut le dire, Donald Trump est le premier président des États-Unis qui a mis sur pied le projet d'effacer les leaders iraniens. Jamais cela n'était arrivé. De temps à autre, l'État hébreu mettait à exécution les assassinats ciblés de certains leaders militaires. Mais Donald Trump est le premier président américain qui a exécuté sommairement de la tête de la révolution iranienne, c'est-à-dire le guide suprême, aux personnes clés du pouvoir et symbole de la révolution iranienne. L'Iran a désormais juré que le nom de Donald Trump va être rayé de la surface de la terre. Ils vont l'effacer complètement. 10 millions de dollars pour le fils, 40 à 50 millions de dollars pour le père. Et la femme même de Donald Trump, il s'est dit que désormais, son prix sera tablé, sans compter les filles de Trump. Mesdames et messieurs, l'Iran ne décollait pas. L'Iran voudrait se venger. Et lorsque les dirigeants iraniens actuels et le nouveau guide suprême avaient promis au peuple iranien vengeance, il n'était pas question d'un bluff. Ils avaient vraiment pensé et étudié ce qu'ils allaient faire. Ils ont juré, Donald Trump président ou pas président, il entrera au repos éternel, non pas d'une mort naturelle, non. Quelque chose s'est passé sur une base ukrainienne. Le MiG-29 ukrainien est considéré comme un avion de chasse redoutable. Il est rapide, maniable et capable d'atteindre plus de 2400 km/h. Avec une portée de plus de 2000 km, une charge utile allant jusqu'à 3000 kg et une altitude maximale de 18 km. Son radar peut suivre jusqu'à 10 cibles simultanément et il lui faut généralement entre 8 à 12 minutes pour décoller et rejoindre le ciel. Mais ce qu'on observe dans cette séquence, ce MiG-29 n'a pas eu le temps de montrer sa puissance. Repéré directement dans un aérodrome, l'appareil devient la cible du Geranium 4 Seeker, un drone russe équipé de vision automatique. Conçu pour détecter et frapper avec précision, le Geranium 4 Seeker est présenté avec une portée de plus de 550 km, une vitesse supérieure à plus de 300 km/h et une charge explosive de plus de 50 kg. Il dispose également d'une liaison radio à saut de fréquence, ce qui renforce sa capacité à opérer dans un environnement de guerre électronique. La vidéo montre le drone russe identifier sa cible, suivre la zone, puis frapper l'emplacement du MiG-29. Après verrouillage de sa cible, le MiG-29 a été complètement pulvérisé et fumée noire sur l'aérodrome. Cette séquence montre une réalité brutale de la guerre moderne, que même un avion de chasse des plus performants peut être neutralisé avant même d'avoir quitté le sol, démontrant par ceci qu'aujourd'hui la supériorité ne se joue plus simplement dans le ciel, mais dans la capacité à détecter, atteindre et frapper en premier. Et c'est ce que nous venons d'observer dans l'action fatale du Geranium russe. Lindsey Graham, le plus grand faucon de guerre américain, vient de tomber. Un événement majeur qui secoue Washington et Kiev. La question qui se pose, le sénateur américain Lindsey Graham faisait-il partie des chefs de l'OTAN liquidés ces derniers temps à Kiev lors des multiples salves de bombardements russes? Sinon, comment justifier cette mort soudaine qui emporte l'un des plus grands faucons de guerre de Washington? Pour rappel, Lindsey Graham avait déclaré auparavant que la mort des Russes pour lui était le meilleur investissement. Et lui qui a soutenu l'idée du bombardement de l'Iran et de Gaza par des armes nucléaires, comment expliquer qu'il meurt subitement juste après son retour de l'Ukraine? La chronologie des dernières 48 heures de sa vie est la suivante. Il rencontre Zelensky à Kiev et visite une usine secrète de production de drones. Quelques heures plus tard, des salves de missiles russes
pulvérise complètement cette usine. Simultanément, des missiles détruisent un hôtel secret abritant des chefs supérieurs de l'OTAN où circulent les rumeurs de sa présence dans cet hôtel. Ensuite, Lindsey Graham rentre dans son pays où on annonce subitement sa mort due à une indisposition soudaine. Avant son voyage en Ukraine, Lindsey Graham n'avait aucun problème de santé. Pour rappel, lorsqu'il était au cœur de Kiev, il a annoncé qu'il voulait imposer des sanctions très sévères à la Russie. Au final, la succession de tous ces événements laisse à poser plusieurs questions. Serait-il succombé à des blessures suite aux frappes russes qu'on voudrait nous cacher? Ou alors le sang des martyrs dont le peuple iranien a commencé à scander vengeance depuis déjà quelques jours commencerait déjà à faire des effets? Ce qui reste certain, Washington vient de subir l'une de ses pertes les plus monumentales, semblable aux généraux et cerveaux de la révolution iranienne assassinés par Donald Trump, dont Lindsey Graham était l'instigateur et le promoteur de la campagne américaine en Iran.